TV, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau fabuleux destin de femme et pour m'accompagner, toujours ma complice, mon amie, je vous demande d'accueillir Isabelle Didi Olliel. Bonsoir. Salut Yannick. Comment ça va? Ça va très bien. Alors Isabelle, ce soir, on va raconter un destin fabuleux, une femme petite par la taille, mais grande par son œuvre. Dis-nous de qui on va parler. Alors ce soir, Galit, c'est vrai, on va parler d'un sacré fabuleux destin. Une femme d'exception, une personnalité hors norme qui a marqué son époque pendant presque un siècle. Alors, une femme que Jean Cocteau définissait comme l'ambassadrice de la beauté, celle qui disait que la beauté devait tout à la science. On a tous porté un fard, un rouge à lèvres, une crème qui portait sa marque, mais sans rien connaître de la femme qui se cachait derrière. Alors, la beauté, c'est le pouvoir, disait-elle. Eh bien, ce soir, on raconte le destin d'Helena Rubinstein. Helena Rubinstein, un petit bout de femme, 1m47, toute petite, qui a construit ce véritable empire de la cosmétique, une self-made woman, comme on dit en anglais, qui a été à la beauté, on peut dire ce que Coco Chanel a été à la mode. Exactement. Alors si Coco Chanel, c'était mademoiselle, eh bien c'est madame qu'on appellera Helena Rubinstein. Et comme tu l'as dit, petite par la taille, mais toujours juchée sur 12 cm de talons. Et cette femme qui a commencé, elle avait quand même 4 handicaps. Elle était une femme de surcroît étrangère, et puis juive et pauvre. Eh bien, elle a quand même inventé la cosmétique moderne et a démocratisé. Elle l'a démocratisé. Alors, c'est le 25 décembre 1872 que tout commence et que naît Chaya, à l'époque, Rubinstein, dans le quartier juif de Cracovie, dans une famille modeste, orthodoxe, fille aînée d'Herzl et Gutel Rubinstein, juif, donc on l'a dit orthodoxe, lui est commerçant et elle s'occupe de ses enfants. C'est ça. Alors Herzl et Gutel ont eu 15 enfants au départ, mais ils en ont perdu 7, dont la plupart étaient des garçons. Alors donc à cette époque, il y a 26 000 juifs qui vivent à Cracovie. Les orthodoxes, donc les plus pauvres, eux, vivent dans un quartier de Cracovie, dans le quartier de Kazimierz. Et les plus aisés, eux, ont traversé la frontière, c'est-à-dire qu'ils ont traversé les anciennes murailles du ghetto et ils se sont installés au centre-ville. Et donc Herzl est un commerçant, c'est plutôt un érudit. D'ailleurs, c'est pas un bonhomme d'affaires, il n'est pas très bon dans les affaires et son commerce ne lui rapporte pas grand-chose. Alors, Chaya est une jeune fille brillante, une adolescente rebelle, un caractère déjà bien trempé, mais ça n'empêche pas ses parents de la retirer. En fait, ils la sortent de l'école, ils lui font arrêter l'école à l'âge de 16 ans pour aider sa mère à la maison et son papa au magasin. C'est ça, ça se passe souvent comme ça dans les familles orthodoxes. D'ailleurs, Helena dira tout le long de sa vie, elle dira souvent qu'elle a eu son bac, qu'elle est partie à l'université faire des études de médecine, mais qu'elle a arrêté parce qu'elle ne supportait pas la vue du sang. Donc c'est vrai, on la retire de l'école à 16 ans et elle va aider parfois, bien sûr, sa mère avec ses sœurs, mais elle va aussi aider son père à la boutique. D'ailleurs, elle va s'avérer une bonne vendeuse, elle a un bagou formidable, elle peut vendre n'importe quoi à n'importe qui et elle va souvent au secours de son père qui, lui, se trouve souvent dans des situations compliquées. Alors, comme souvent donc, dans les familles orthodoxes de l'époque, même si elle n'a que 16 ans, entre 16 et 20 ans, on cherche à la marier. Il y a pas mal de propositions, des tentatives de mariage arrangées. Et pour fuir ce destin qui ne la fait pas rêver, ça c'est pas ce qu'elle a envie, elle qui se prénomme encore Chaya, quitte sa Pologne natale et les trop nombreuses donc, demandent en mariage pour aller à Vienne chez sa tante et son oncle.
C'est ça. Alors Raya, elle ne sait pas où elle veut, ce qu'elle veut, mais elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas, et elle ne veut pas reproduire la vie de sa mère. Elle ne veut pas être une bonne épouse et avoir une ribambelle d'enfants. Non, ça, elle ne veut pas. Donc c'est ça. Elle veut pas se plier aux conventions. Elle va partir à Vienne, chez sa tante, donc la sœur de sa mère, qui s'appelle aussi Raya, comme elle, bon, et chez son oncle, et elle va avec eux tenir une boutique de fourrure. Elle va aussi se révéler une très bonne vendeuse. Il faut rappeler qu'on est quand même au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Vienne, c'est une ville qui bouillonne culturellement, intellectuellement. Pourtant, Raya Rubinstein, bien qu'elle soit très intelligente, ne s'intéresse pas du tout à tout ce qui se passe autour d'elle dans le Vienne de l'époque. Politiquement, philosophiquement, littérairement, enfin tout ça, c'est très très loin de tout ce à quoi elle aspire. Elle entend aussi vaguement parler à l'époque de l'affaire Dreyfus, tous les juifs en entendent parler et c'est quelque chose qui les terrifie. Mais ça aussi, ça la touche pas, elle se sent pas tellement concernée. L'antisémitisme qui règne en Europe, c'est pareil, ça la concerne, ça n'a pas l'air de trop la concerner, elle se sent pas du tout touchée par tout ça. Et c'est pareil avec le mouvement sioniste. Hein. Oui. Vienne, dans ces années-là, c'est Herzl. Oui, tout cela ne l'intéresse pas. Elle s'ennuie même à Vienne. Elle s'ennuie de tout ça. Et Vienne, elle s'ennuie. Sa famille, alors sur place, ils sont fatigués d'essayer de lui proposer à chaque fois un mari. Elle ne veut pas, elle refuse. Et là, donc, ils vont décider. D'ailleurs, elle va dire aussi dans le cours, elle va souvent dire qu'elle a eu le sentiment qu'elle a été envoyée comme un vulgaire paquet. Mais ils vont l'envoyer chez ses oncles, qu'elle ne connaît pas du tout, en Australie. Et c'est lors de ce voyage, donc elle va partir en 1896, et c'est lors de ce voyage qu'elle décide de changer de prénom, donc elle n'est plus Raya, elle va devenir Elena. Par contre, elle maintient son nom, hein, Rubinstein, parce que c'est très important pour elle, et donc à 26 ans, Elena Rubinstein débarque dans une région de Melbourne chez ses oncles. Alors 26 ans, c'est déjà plus tout jeune à cette époque hein, pour se marier, mais non, elle veut toujours pas. Dans ses bagages, elle a ramené plusieurs pots de crème de beauté concoctée par sa mère, dont elle enduisait ses filles pour protéger leur peau du froid polonais à l'époque. Donc le teint, elle arrive dans cette Australie ensoleillée, où le soleil vraiment, c'est toute l'année. Et son teint diaphane jure un petit peu avec le teint buriné de toutes ces fermières qu'elle découvre là-bas en Australie. Alors d'abord, elle pensait arriver à Melbourne, mais finalement c'est dans peut-être plus un patelin à 350 km de Melbourne, à Coleraine. Et là, alors le climat est rude, il y a des moutons à perte de vue. Elle déteste ça, elle déteste la façon de s'habiller des fermières, hein, avec des jupons rêches, des gros chaussures à lacets. Et puis elle a un style beaucoup plus élégant, plus européenne, et puis elle va attirer les regards là-bas, puisque là, ils vont remarquer son beau teint, son beau visage, et elle va leur dire au départ, c'est un secret de famille. Quand on va lui poser la question, mais comment as-tu cette peau? Elle va dire, c'est un secret de famille. Et puis, elle va leur donner des conseils aussi. Elle va leur dire, oui, vous avez une peau quand même très rêche, il faut vous protéger la peau avec le soleil et tout ça. Et elle va sortir ses crèmes, elle va commencer à les vendre. Et puis c'est là qu'elle va comprendre qu'il y a un marché à prendre avec ses crèmes. Quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Et là, elle va décider de quitter les moutons, Coleraine, et elle va partir à Melbourne. Alors Melbourne, c'est une ville moderne à l'époque. Il y a des théâtres et il y a une vraie vie culturelle, des opéras, beaucoup de bruit, beaucoup de loisirs. Les femmes travaillent, elles sont émancipées à l'époque à Melbourne et en Australie. Mais encore une fois, Elena, celle qui est devenue donc Elena, s'en fiche de tout ça. C'est une acharnée du travail. Ouais. Elle travaille et elle veut réussir. Ça, c'est son ambition. On peut même parler d'une rage. Ah oui, mais complètement. Mais alors, à Melbourne, elle va faire plusieurs petits boulots, elle va travailler pour des gens aisés, elle va faire nounou, elle va travailler dans une pharmacie, parce que voilà, son but, c'est d'essayer de recréer cette crème. Et donc, elle travaille dans une pharmacie, elle essaye, et puis elle a un échange avec sa mère, hein, épistolaire, de lettres, tout ça, et un jour, puis elle demande à sa mère la formule de cette crème. Et sa mère lui répond, alors elle lui dit que la crème est faite de base d'herbes, d'écorces
d'écorce de pin, de sésame, d'essence d'amande, d'huile de cire. Alors elle va faire des essais, elle va tomber, parfois la crème va être trop liquide ou la crème se dérobe, pas assez, la texture n'est pas au point. Elle fait des essais sur son propre visage tous les soirs et puis elle n'y arrive pas. Et puis elle a une illumination un soir. Elle se rappelle que dans les grimoires de ce pharmacien Anderson, qu'elle avait lu que dans la laine de mouton, la laine de mouton sécrète une matière et qui est indispensable pour quelle que soit la crème, pour une colle de crème. Et cette texture, c'est de l'anoline. C'est de l'anoline et c'est comme ça qu'elle va donc, elle va trouver cette crème, elle va réussir. Elle va l'intégrer à sa texture. Elle va l'intégrer à sa texture et là elle va réussir la crème qu'elle veut et puis bien sûr elle va y rajouter un peu de l'eau de rose, un peu de la lavande pour enlever un peu cette odeur de mouton. Et c'est comme ça qu'est née sa première crème, Valaz. Valaz, don du ciel en hongrois, paraît-il. Oui, c'est ce qu'on a lu. Ouais. Alors, on est là en 1901, on est rentré dans le XXe siècle. Elle a déjà quand même 29 ans, presque une vieille fille, déjà une vieille fille. Bon, elle s'en fiche de tout ça, elle veut vendre sa crème et elle la vend dès très tôt dans la rue, elle va porte à porte, elle commercialise toute seule sa crème un peu partout. Et c'est un succès. Donc elle commence même à vendre cette crème par correspondance. C'est un vrai succès. Elle va réussir à réunir assez d'argent pour ouvrir à Melbourne sa première boutique. C'est ça. Alors, mais tu as raison, parce que tu as dit, elle a 29 ans, mais pas vraiment. Parce qu'il faut savoir que quand elle a changé son nom de Raya à Elena, elle a aussi en changeant son état civil. Ouais, elle a falsifié des papiers. Finalement, puis elle n'a pas 29 ans, elle a 21 ans. Elle s'est rajeunie de 9 ans sur les. Ouais, de 8 ou 9 ans. Bon, 10 9 ans, mais bon, voilà. Elle s'est rajeunie. D'abord, elle dira que c'est bien plus efficace qu'une crème, finalement, de se rajeunir. Et donc, elle n'a donc officiellement que 21 ans et quand elle a inventé cette crème. Ah, bah donc c'est exceptionnel, effectivement. Donc, comme ça, elle a plus 29 ans, elle a 21 ans. C'est plus une vieille fille, c'est une toute jeune fille. Voilà. Et c'est extraordinaire. Ça va être le point de départ donc, de cette commercialisation, de la vente de cette crème, le point de départ de sa réussite. Et de sa fortune, qui sera vraiment colossale, le point de départ d'un véritable empire qu'elle va créer de toutes pièces, un empire de la beauté, mais finalement, au départ, 21 ans, 29 ans, les débuts, ça n'a pas été facile. Non, mais bien sûr que non. C'était ces années-là où elle s'est acharnée. Bien sûr, effectivement, ça n'a pas été facile. Elena, elle s'est sentie souvent seule. Elle a eu faim. Elle a même voulu abandonner. Mais finalement, ce sont ces difficultés qui ont forgé cette rage de réussir. Et elle n'avait, c'est vrai, elle n'avait rien à perdre. Ouais. Donc, elle a usé de toute son audace pour aller de l'avant. Et puis, elle va faire des rencontres aussi. Elle va faire des rencontres exceptionnelles pendant ces années de petits boulots et de vaches maigres. Elle rencontre des gens qui vont l'aider même dans la commercialisation de sa crème. Oui, elle va parce qu'elle va aussi, parmi les petits boulots, elle va être serveuse. Et puis, elle est intelligente parce qu'elle observe, elle regarde. Donc là, elle fait des rencontres intéressantes. Elle fait, par exemple, la rencontre de Monsieur Thompson, un négociant en thé, qui lui explique l'importance du marketing. Donc ça, c'est déjà, elle capte ça. Il y a aussi un autre, Monsieur Dion, qui lui va lui dessiner le logo, un modèle un peu égyptien pour sa crème Valaz, un troisième qui va lui prêter son laboratoire pour pouvoir créer sa crème, et un quatrième qui va l'aider à obtenir la nationalité australienne. Et elle va devenir donc australienne, de nationalité australienne. Elle va saisir comme ça, on voit bien qu'elle saisit comme ça toutes les opportunités. Elle comprend aussi que les femmes ne mettront pas sur leur visage des produits bas de gamme. Donc elle sait que pour leur peau, elles veulent du luxe, elles veulent de la qualité. Et du coup, elle décide de vendre sa crème très chère pour que ce soit un produit de luxe, que ce soit considéré comme un produit de luxe. Elle comprend en fait
que ce que les femmes veulent, c'est avoir l'impression de s'offrir quelque chose d'exceptionnel. Exactement. D'ailleurs, elle a compris la psychologie de ses futures clientes. Et ce qui est fascinant avec Helena Rubinstein, c'est que, contrairement par exemple à Coco Chanel, qui a dû souvent avoir de riches amants pour l'aider, pour sortir de sa condition, Helena Rubinstein va se réaliser toute seule. Elle va faire sa fortune toute seule, mais elle va avoir des mentors. Elle va toujours s'entourer de bonnes personnes, elle va être à l'écoute, elle apprend, elle observe. Et finalement, elle fera toujours, par contre, les choses à sa façon. Mais c'est une femme intelligente et surtout très avant-gardiste. Alors oui, et puis assez rapidement, elle va, donc au départ, elle ouvre une boutique, et puis assez rapidement, elle va transformer cette boutique en véritable institut, un salon de beauté, à l'époque c'est ce qu'on appelait, avec un décor comme ça à l'européenne, façon boudoir, cosy, et puis elle reçoit ses clientes en blouse blanche, ce qui fait très professionnel, comme si tout ça était très scientifique et très sérieux. Comme on l'a dit, pour Helena, la beauté doit tout à la science. Donc c'est ça qu'elle veut transmettre dans ses instituts. En 1907, elle ouvre son deuxième institut australien avec beaucoup de succès. Elle a droit à des articles élogieux dans la presse, parce que elle sait que le marketing est très important. La presse, d'ailleurs, les cantatrices, les actrices de l'époque vont écrire parce qu'elle a l'intelligence. Vont témoigner. Elle a l'intelligence. Nelly Stewart, par exemple, la grande cantatrice de l'époque, va essayer sa crème et elle va tout de suite témoigner sur les journaux que la crème est elle va tweeter. Voilà, de l'époque. Voilà. Et donc Helena Rubinstein s'agrandit, recrute du personnel et en 9 ans après son arrivée donc à Melbourne, la voilà à la tête d'une affaire florissante et un petit compte en banque bien garni. Ouais. Alors c'est à ce moment-là qu'elle décide de retourner faire un petit tour en Europe, pour la première fois donc depuis qu'elle a quitté. D'abord pour essayer d'approfondir ses connaissances en rencontrant des scientifiques, des gens, et puis aussi pour revoir sa famille. Mais là, ça ne se passe pas super bien de ce côté-là. Son père ne lui a jamais pardonné d'être parti. Il reste à l'écart, il ne s'occupe pas tellement d'elle. Sa mère ne cesse de lui rabâcher qu'il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier. Mais ses sœurs, par contre, elles sont émerveillées par cette réussite, par sa peau, par tous ces produits qu'elle leur ramène. Et puis, elle, par contre, à Cracovie, tout lui semble fade, triste. Elle s'ennuie encore une fois, elle s'ennuie. Et finalement, elle est contente d'avoir fui ce destin et Cracovie. Ouais, elle ne regrette pas une seule seconde d'être partie, mais elle est contente de revoir ses sœurs. Bien sûr, elles sont admiratives. La nouvelle Helena, elle est élégante, elle porte des beaux vêtements. D'ailleurs, ils vont pas toucher ses dentelles, ses tissus. Et puis Helena se fait une joie de montrer ses crèmes. Donc elle sort ses crèmes à ses sœurs, elle leur masse le visage. Et puis, elle a un instant, bien sûr, elle retrouve un peu, pendant un moment, elle retrouve ce charme et ce décor de son enfance. Mais très vite, le charme est rompu, elle est mal, elle part dès qu'elle peut, et puis elle va partir et elle ne reverra plus jamais ses parents. Ses parents, elle ne les reverra effectivement plus jamais. Et elle reste quand même très attachée à sa famille, très attachée à ses sœurs, à ses cousines, et elle sait qu'elle peut leur faire confiance et qu'elle peut peut-être aussi même les embarquer avec elle dans son aventure. Elle veut les associer à son entreprise. Elle demande à sa jeune sœur, Erna, et à une cousine à elle, de venir avec elle. Elle les embarque avec elle en Australie. C'est le début d'une sororité Rubinstein. À chaque fois qu'elle va ouvrir un salon quelque part, à partir de ce moment-là, elle y mettra l'une de ses sœurs ou l'une de ses cousines, un membre de la famille. Ça devient un véritable clan. D'ailleurs, Elisabeth Arden, qui était à l'époque vraiment sa concurrente numéro 1, sa grande rivale, qualifiera plus tard, bien sûr, mais qualifiera le clan Rubinstein de mafia polonaise, alors qu'il s'agit finalement que d'une histoire de famille. Et Helena Rubinstein va partir, après l'Australie, à la conquête de l'Europe, Londres, Vienne, Paris. Ouais.
Alors Paris, elle va avoir un véritable coup de cœur pour Paris. Elle dira d'ailleurs, c'est la ville qu'elle a le plus aimée. Elle aime tout, elle aime les lumières, elle aime les immeubles, elle aime et puis la haute couture. Elle va toujours s'habiller en haute couture. C'est aussi ça l'histoire d'Helena Rubinstein. À Vienne et en Allemagne, elle découvrira de nouvelles techniques pour développer de nouveaux produits de beauté. Elle découvre aussi les spas et les bienfaits du spa. Et ça, pareil, tout le long de sa vie, dès qu'elle aura un moment, elle ira dans les spas. Elle adore ça. Et elle a une soif d'apprendre toujours plus, et ce sera toujours au fait de toutes les innovations dans le domaine de l'esthétique et du bien-être. Alors après son périple européen, elle revient à Melbourne, elle ramène plein de nouveaux produits dans ses malles, mais même si elle revient à Melbourne avec plein de nouvelles nouveautés, sa tête et ses rêves sont déjà ailleurs, à Londres. Mais avant ça, et sans s'y attendre, elle fera quand même une rencontre qui va être fondamentale. Et oui, vraiment sans s'y attendre. Elle rencontre celui qui deviendra son mari, Édouard Titus, William Titus, de son vrai nom Édouard Emezen. Alors, c'est un juif polonais comme elle, mais qui a fait des études de droit et qui est parti aux États-Unis, qui est devenu américain. Il est juriste, puis journaliste. Et alors, c'est un séduisant, c'est un dandy, beaucoup de goût, très élégant. Il connaît un monde, le beau monde à Melbourne, à Londres ou à Paris. Il va être le mentor d'Helena et il va la sortir, il va l'emmener au théâtre, il va l'emmener à l'opéra, il va vraiment lui montrer le beau monde, la société mondaine, enfin voilà, le monde, découvrir une vie mondaine et sociale. Et alors elle qui passe toujours ses jours à travailler, eh bien elle va se laisser séduire, mais quand même, elle qui vit aussi que pour son travail, elle va l'engager. Et pour écrire ses publicités. Alors c'est lui qui va lui donner ce surnom de Madame, et d'ailleurs tout le monde va l'appeler comme ça, ses employés, ses sœurs, et même quelquefois ses enfants. Ses enfants l'appelleront Madame. Alors, Helena Rubinstein tombe enfin amoureuse, tu l'as dit, ça lui aura pris du temps, mais elle y est arrivée, et Édouard Titus va la demander en mariage, et au départ, elle refuse. Ouais, elle va dire non parce qu'elle a d'autres projets. Elle veut, pareil, toujours, elle veut conquérir Londres, elle veut partir, elle veut faire elle veut absolument. Donc elle s'en va, elle fuit presque. Et donc elle va partir à Londres. Et là, elle va galérer là-bas. Elle va galérer parce que qui est-elle ? Elle vient avec son argent, mais personne ne la connaît. Donc elle va un peu galérer pour trouver le salon qu'elle veut, parce qu'elle veut s'installer dans le quartier de Mayfair, là où c'est la haute pour l'aristocratie ici anglaise. Donc elle va mettre 6 mois à peu près pour trouver ce salon. Et alors contrairement à l'Australie où elle s'était intéressée un peu à un public ouvrier, là c'est l'aristocratie anglaise elle se focalise sur là-dessus. En même temps 6 mois c'est pas grand-chose dans une vie, mais bon elle ça lui paraît très long, elle est toujours très pressée. Alors Édouard Titus la rejoint à Londres, elle est heureuse, elle est super heureuse, elle se jette dans ses bras. Et même si tout ça reste très pudique, c'est quand même à ce moment-là, parce que jusque-là ça ne s'était pas passé, qu'ils vont s'embrasser pour la première fois. Elle a 36 ans, le courage d'un homme, l'autorité d'un chef et la naïveté finalement d'une vierge effarouchée. Édouard Titus ne lâche pas l'affaire, il la redemande en mariage et là, elle accepte. Elle accepte, puis il se marie le 28 juillet 1908 à Londres en présence de 2 témoins. Donc elle est très heureuse, elle va avoir 2 enfants, mais Titus a un gros défaut, il la trompe beaucoup, il est très infidèle et ça va être très compliqué pour elle. D'ailleurs, si bien que pour combler sa rage et sa peine, elle va à chaque fois elle va être trompée, elle va aller acheter des bijoux. Alors, et même le magazine Life qu'il a suivi dans les années 40, qui va écrire là-dessus, qu'il a suivi depuis ses débuts, va écrire que la collection de bijoux de Madame est estimée à $1 million. Donc Galit, je te laisse donner les fréquences de ces tromperies, oui, effectivement. Alors, malgré tout, tout marche quand même très très bien pour Helena Rubinstein. En 1908, donc tu disais, elle a eu 2 enfants avec Édouard Titus. 1908, le premier fils Roy et 1912, le deuxième Horace. La maternité, par contre, ça ne va pas être son point fort. Non, c'est vrai. Pour son premier fils Roy,
Ça a même été un frein pour elle, cette maternité. Elle a mal vécu, elle s'est sentie coincée. Et puis, par contre, pour l'autre, en revanche, c'est un véritable coup de cœur. Vraiment, là, elle est devenue vraiment mère pour Horace. Mais le problème, c'est qu'elle passe son temps à les comparer. Donc, le premier est timide et réservé quand l'autre est brillant. Et elle les oppose comme ça, sans arrêt. Pour elle, il y a le mauvais et le bon fils. Et c'est horrible. Et donc, elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte des ravages que ça fait, que cela cause sur eux. Et puis les deux garçons donc, sont à la fois choyés, mais aussi très délaissés parce qu'ils vont grandir en permanence avec des nounous tout le temps. Ils vont toute leur vie chercher l'attention et l'amour de leur mère qu'elle ne va pas vraiment savoir bien leur donner. Ouais. Bon, alors ça c'est pour les années londoniennes, donc quelques années passent, on est en 1912 et c'est à ce moment-là qu'elle s'installe donc à Paris. Elle va prendre goût là à Paris aux belles choses, elle va fréquenter des artistes, des écrivains de renom, tandis que là va se développer sa passion pour l'art contemporain, l'art moderne. Et la mode aussi. Oui, elle va beaucoup aimer ça. Oui, elle s'intéresse aux arts premiers, elle achète des statuettes. Alors, c'est africaines, ce qui ne se faisait pas vraiment à cette époque. Elle aime la beauté sous toutes ses formes. Elle a compris que la beauté des femmes était diverse et elle va comprendre à quel point l'art et la beauté sont liés. Et à Paris, elle va faire connaissance d'une personne, Missia Sert. Alors, une personne qui va beaucoup compter. Raconte-nous Isabelle, c'est qui Missia Sert? Oui, alors Missia Sert, à l'époque, est une grande pianiste. Elle est polonaise comme Elena et ils ont le même âge. Missia Sert est la muse de tout Paris. Tous les peintres en vogue peignent son portrait et elle enseigne à Elena les codes parisiens parce qu'Elena ne connaît pas. Donc elle lui fait prendre goût aux belles choses. Elle l'encourage à tenir un salon artistique et littéraire où elle invite donc les écrivains et tous les artistes de l'époque. Et Elena Rubinstein devient alors une figure incontournable de tout Paris. Du tout Paris. On l'a dit, Elena, elle est persuadée, tu l'as dit, que la beauté doit tout à la science. Et c'est la première à dresser une sorte de classification par type de peau, exactement, et des besoins spécifiques de chaque type de peau. Elle fait construire en 1913 un laboratoire à Saint-Cloud. Donc elle crée aussi une ligne de maquillage en collaboration avec un grand couturier de l'époque, Paul Poiret, qui lui déniche des poudriers, des boîtiers anciens, et elle va s'inspirer de tout ça pour son packaging. On est en 1914, la Première Guerre mondiale éclate et Elena Rubinstein fuit l'Europe et pose ses valises à New York. Oui, voilà, elle sent donc le vent tourner, elle part à la conquête de l'Amérique, elle laisse sa famille en France, le temps de s'installer, et donc elle débarque avec son nom, son savoir-faire, son argent, et rien ne peut l'arrêter, ni le sexisme américain, ni l'antisémitisme qui est virulent. À ce moment-là, des membres de la haute société, anglo-saxonne et protestante, mais cela ne la perturbe pas, elle ne change pas son nom, comme beaucoup le font, quand ils arrivent aux États-Unis, ils changent leur nom, non, elle ne change pas, elle a commencé avec celui-là, elle a traversé avec celui-là, elle finira avec celui-là, elle est vraiment elle est fière de ses origines. Voilà, et elle va faire donc le tour de l'Amérique avec une de ses sœurs. Elle va créer là une école d'esthéticiennes. Elle va former des démonstratrices tout en gardant une qualité de produits de luxe. Elena comprend qu'il faut démocratiser ces produits et donc elle va les vendre dans les drugstores. Et puis elle va ouvrir 4 salons aux États-Unis. Le plus beau qu'elle aura, elle le fera en 1937. À la 5e avenue. Ça sera son plus beau salon aux États-Unis. Du monde. Alors, elle revient en France à la fin de la guerre, 1918. En 1920, elle crée sa marque, parce que jusqu'à maintenant, elle vendait ses produits, mais il n'y avait pas de marque Elena Rubinstein. Donc là, elle crée sa marque de cosmétiques à son nom. Et surtout, elle continue en France, en Europe, en Amérique, à ouvrir des salons un peu partout. En 1928, elle vend sa société américaine aux frères Lehman, les Lehman Brothers, qu'on connaît, riches hommes d'affaires juifs d'origine allemande, pour un montant colossal de plus de 7 millions de dollars.
ce qui fait d'elle, à l'époque, une des femmes les plus riches. Oui, alors il est convenu dans le contrat qu'elle continuera de représenter la marque, elle gardera le titre honorifique de présidente, se montrera dans les soirées mondaines et puis les soirées de bienfaisance, et continuera de créer ses produits, mais elle leur laisse diriger l'entreprise à leur guise. Alors elle va quand même garder sa marque, elle garde sa marque européenne en Europe, ses usines, mais les frères Lehman, eux, ils ne comprennent rien à la beauté, c'est des hommes d'affaires. Ils sont un peu austères, ils sont intéressés que par le profit, ils vont inonder le marché des produits Helena Rubinstein et ils vont les brader à bas prix. Et si au début, Helena était séduite par ce qu'il pouvait lui apporter, très très vite, elle comprend que c'est pas possible, hein, et les femmes ne veulent pas de produits bon marché pour leur peau. Ce qu'elles veulent, c'est acheter très cher, et les riches refusent d'utiliser les mêmes marques que les autres. Exactement. Alors oui, alors Helena, elle ne les suit plus, elle est prête à tout pour récupérer son affaire. Alors les Lehman introduisent la marque en bourse. Et donc on connaît tous le crash de 1929. Donc là, les actions plongent et Helena Rubinstein est désemparée. Tout ce qu'elle a bâti est réduit en miettes. Et mais en fait, son désarroi va avoir une courte durée parce que finalement, elle va racheter les actions à tous ces actionnaires qui sont bien contents, eux, de leur s'en débarrasser parce que ça ne vaut plus rien. Donc, elle les rachète. Et là, elle redevient actionnaire majoritaire, elle oblige les Lehman Brothers à leur revendre la marque, donc est beaucoup moins cher évidemment de ce qu'elle lui avait vendu. Elle avait vendu pour vraiment une bagatelle d'$1 million, $1,5 million je crois, et elle empoche donc au passage 5 800 000 $ de bénéfices. Alors c'est le bingo. Pour elle, c'est vraiment... Alors ils sont furieux, hein, les frères Lehman, ils n'aiment pas ça. Ils crient au délit d'initié. En fait, Helena Rubinstein est juste un génie. C'est vraiment génial ce qu'elle a réussi à faire. Elle a de la chance, une chance insolente, qu'il a toujours accompagnée, qui ne l'a jamais quittée. Madame, comme tout le monde l'appelle déjà à l'époque, est devenue une des femmes les plus riches d'Amérique en moins de 2 ans. Alors, les années passent, elle continue, son petit bonhomme de chemin. On est en 1931. 1931, c'est une année difficile pour Helena Rubinstein. Alors difficile d'abord parce que son couple va de plus en plus mal. Elle traverse une longue période de convalescence, d'abord suite à une appendicite et puis suivie d'une hystérectomie, difficile à prononcer, hystérectomie. Et au milieu de 1931, elle apprend à une semaine d'intervalle donc le décès de son père et puis de sa mère. Alors là, elle ne supporte pas les enterrements, donc elle ne va pas y aller, mais elle va envoyer ses sœurs, mais elle va être tourmentée par les remords dont elle n'avait pas mesuré la puissance, et là, elle va faire une très forte dépression, mais bon, elle va guérir, le travail va être sa guérison, comme d'habitude. Alors, elle a déjà 59 ans. Alors on ne sait plus, 51, 59. Oui. Elle a 59 ans, et depuis son départ de Cracovie à l'âge de 22 ans, elle avait mis de côté son identité juive, sa religion, ses racines, et pourtant, elle était confrontée à l'antisémitisme, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, comme tu l'as dit tout à l'heure, et à chaque fois, elle s'est défendue avec ses armes. Sa réussite, c'était sa vengeance, et puis son argent. Oui, bien sûr. Et alors, les années 30, c'est la montée de l'antisémitisme dans l'Europe et dans le monde, et elle n'est pas épargnée, comme tu l'as dit. Elle va traverser cette décennie en faisant encore évoluer son entreprise. Et en 1935, elle va racheter la licence du mascara waterproof. Et 4 ans plus tard, en 1939, elle va, à l'occasion d'une exposition universelle de New York, elle va présenter ce produit comme une nouveauté exclusive de son entreprise. Et elle fait ça en grand, hein, avec un balai aquatique promouvoir son nouveau produit. Ça aussi, c'est génial. Un balai aquatique pour montrer le mascara waterproof du bébé. Voilà. C'est génial. C'est génial. Alors, il faut quand même dire qu'entre-temps, Madame est devenue princesse en épousant, après son divorce d'Édouard Titus, un prince géorgien, Achille Gourieli Tchkonia, professeur de bridge et qui a 23 ans de moins qu'elle. Ah ben voilà, c'est une cougar, Helena Rubinstein, mais c'est aussi une princesse du coup. Et puis c'est la guerre, et heureusement
presque toute sa famille ont pu quitter la Pologne. Alors, ils sont nombreux pour travailler pour elle. Vraiment, elle a vraiment pris au sein de son entreprise beaucoup de sa famille. Et donc, elle vit les 4 années d'occupation exilée à New York. Mais elle continue tout de même de mener ses affaires. Elle va ouvrir un salon à Rio de Janeiro, un autre à Buenos Aires. Voilà, parce que je cherchais l'accent Buenos Aires. Et elle devient aussi le fournisseur officiel de l'armée américaine. Elle équipe les soldats de maquillage camouflant et de crème solaire. Génial, encore une fois. Alors, après la guerre, quand elle rentre en France, elle va découvrir avec effarement que son appartement, quai de Béthune, a été réquisitionné par la Gestapo, qu'ils se sont amusés à tirer un petit peu sur toutes les tentures, toutes les tapisseries. Son salon du 52 Faubourg Saint-Honoré aussi a été pillé par les nazis. Ils ont pillé ses œuvres d'art, etc. Heureusement, elle avait mis une partie de sa collection à l'abri, mais pas tout. Et c'est vrai que là, elle est un peu désespérée. On rappelle qu'elle a déjà quand même 73 ans. Helena Rubinstein, elle est plus toute jeune, mais elle se retrousse les manches et elle va tout recommencer. Alors là, rénovation de son hôtel particulier, des salons, réouverture de tout ça. Alors, quai de Béthune, l'hôtel particulier va être encore plus beau qu'avant, mais elle laissera quand même les impacts de balles pour la mémoire, pour se rappeler. Elle refait tout en plus grand, en plus beau, par les plus grands architectes. Elle décide, comme je l'ai dit, de laisser comme souvenir ces fameux impacts de balles. C'est son devoir de mémoire. Oui, alors c'est incroyable parce que vraiment, elle aurait pu rester aux États-Unis, couler une retraite paisible. Eh bien non, elle redémarre à zéro. Elle remet sa blouse, comme sa blouse blanche. Elle recommence à fabriquer ses crèmes dans sa cuisine, comme elle le dira tout le temps, dans sa petite cuisine, son laboratoire. Et il y a une grosse pénurie de matières premières en Europe, en France, et elle va tout faire revenir par bateau des États-Unis. Et là, en 2 ans, alors elle détourne vraiment tous les obstacles, et en 2 ans, elle relance son affaire en France, et elle enchaîne sur celui de Londres en 1951. Ses affaires reprennent à Londres aussi, elle rachète des tableaux, elle refait ses collections. Helena Rubinstein a un mental de pionnière, et rien ne peut la détruire, jamais. Alors finalement, la seule chose qui l'aura un peu fragilisée dans sa vie, finalement, c'est l'amour. L'infidélité d'Édouard Titus, ça a été une grosse blessure qui est restée quand même l'amour de sa vie, même si elle l'aura quitté, n'en pouvant plus, comme tu le disais, d'être cocu. Et les années 50, c'est pareil, ça va être des années difficiles pour Helena Rubinstein, puisqu'elle va perdre donc son premier mari, l'amour de sa vie, Édouard Titus, mais aussi son second mari, le prince Gourieli, qui était déjà beaucoup plus jeune qu'elle, en 1955. Mais surtout en 1958, c'est la mort de son fils Horace qui va la dévaster. Ah oui, vraiment, elle va sombrer là dans la dépression, vraiment. Et pour y échapper, elle va voyager à travers le monde. On rappelle qu'elle a déjà 87 ans à ce moment-là. Alors, elle va l'Australie, le Japon, Hong Kong et Israël. Elle rend visite en Israël à sa nièce, qui est installée dans un kibbutz. Alors, Israël la fascine, elle est conquise par ce pays de pionniers, de ces gens qui ont retroussé leurs manches, parce que finalement, c'est elle. Elle aussi, elle est pionnière. Donc, elle va rencontrer David Ben Gourion, le Premier ministre de l'époque, et Golda Meir, qui est aussi ministre des Affaires étrangères. Elle va financer la construction d'un pavillon d'art contemporain au musée d'art de Tel Aviv, qui porte son nom jusqu'à aujourd'hui. Elle fait don de quelques pièces de ses collections, et elle va lancer la construction aussi d'une usine de ses produits cosmétiques d'Helena Rubinstein en Israël. Et la construction de l'usine, elle se terminera en 1962. En 1962, donc, usine en Israël. Et puis le 1er avril 1965, c'est le jour où, à l'âge de 93 ans, va mourir donc Helena Rubinstein à New York. Et jusqu'à la fin, elle travaille. Elle ne s'arrête pas. Tous les matins, elle reçoit les hommes d'affaires, les banquiers, les publicitaires, les secrétaires, tout ça de son lit. Ils viennent tous dans sa chambre, dans son appartement new-yorkais. Elle vérifie tout. Rien n'échappe à son contrôle jusqu'à la dernière minute. Les après-midi, elle les passe dans son usine.
elle regarde, ou alors elle va dans son salon de la 5e avenue. Vraiment, elle veut tout contrôler, rien ne lui échappe. Elle est toujours tirée à 4 épingles. Elle a conservé jusqu'au bout toute son intelligence, toute sa tête et toute son énergie. Mais vraiment, pour Helena Rubinstein, la beauté est un véritable pouvoir. Et elle a toujours dit qu'il n'y a pas de femmes laides. Il n'y a que des femmes paresseuses. Alors, c'est pas très agréable pour les femmes qui ne travaillent pas. Mais elle disait que toutes les femmes ont la possibilité de se réinventer physiquement, même si on n'est pas très jolie. D'ailleurs, elle n'était pas très jolie, Helena Rubinstein, mais elle s'est forgé un look. Elle avait son chignon bas, toujours tiré, elle avait son rouge à lèvres rouge, elle était toujours tirée à 4 épingles, elle s'est créée une véritable image, puis elle avait toujours cette peau, très, très belle peau, très pâle, et jusqu'à la fin, elle gardera ce port altier, cette dignité, jusqu'à la fin. Alors Isabelle, si tu devais résumer, pas la femme d'affaires, la femme qu'était Helena Rubinstein. Helena Rubinstein, c'est une femme qui ne lâchait rien. Elle était, pour moi, voilà, une femme. Moi, je suis toujours admirative de ce genre de femmes qui savent prendre les choses et qui savent voir et qui sont avant-gardistes et tout ça. Mais j'ai une anecdote à raconter pour comprendre un peu quel genre de femme c'était. Elle était, alors qu'un soir, déjà assez vieille, dans son hôtel particulier, sur son lit, en train de mâchonner son toast tranquille, il y a 2 cambrioleurs qui tapent donc à la porte et qui se font passer pour des fleuristes. Ils ligotent tout le personnel et là, ils s'introduisent dans sa chambre avec un revolver et là, elle leur dit « Moi, je suis vieille, vous pouvez me tuer, mais vous n'aurez rien de moi, sortez !» Alors, ils sont un peu pris au dépourvu, mais ils sont là, ils dévastent tout, puis elle reste vraiment d'un calme olympien, elle les laisse faire, et puis elle a son sac à côté d'elle, et elle sort de son sac la clé, parce qu'ils veulent la clé du coffre, parce que tous les médias en parlent, ils savent qu'elle a des bijoux pour je ne sais pas combien, $1 million dans son coffre, donc elle sort de son sac la clé, elle met entre sa poitrine volumineuse qu'elle avait encore à son âge, et dans sa chemise de nuit, et elle arrive aussi à enlever elle avait des boucles d'oreilles qui avaient une valeur de $40 000, et elle les met aussi, elle les cache. Et eux, ils cachent tout, ils cassent tout, ils dévastent, elle les laisse faire, et à un moment donné, même il prend son sac, il le renverse, et il trouve $100, donc il met dans sa poche. Et à un moment donné, elle leur dit, écoute, vous savez que votre copain a pris $100, vous devez partager tous les deux les $100. Donc évidemment, ils sont furieux, il la ligote, et elle crie, elle se met à crier, son valet a pu se détacher entre-temps, et il la sauve, et puis elle dira aux policiers, mais qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des amateurs, ils n'ont pas pris mes fourrures, ils n'ont pas pris mes Picasso, mais voilà, enfin... Mais c'est extraordinaire. Ça, c'est Helena Rubinstein. Elle ne lâchait rien. Elle a réussi à faire fuir 2 cambrioleurs armés. Quelle femme pourrait voir un revolver devant sa face et dire mais vous pouvez me tuer, c'est pas grave. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé cette anecdote parce que... C'est ça. C'est ça, Helena Rubinstein. C'était une femme forte. C'était une femme d'apparence fragile, mais d'une force incommensurable. Une impératrice, finalement. Mais oui. Cocteau disait l'impératrice de la beauté. Voilà, une impératrice parce que autoritaire. C'est impressionnant, parce que quand on voit son évolution, mais toujours on se rappelle de cette jeune fille, de cette famille orthodoxe, qui ne voulait pas se marier, mais elle ne savait rien de ce qui pouvait l'attendre. Et puis elle est devenue, c'est un empire colossal, vraiment. Elle a laissé un héritage. Mais quand même autoritaire, limite tyrannique. Elle a eu une grande affection pour sa nièce, Nala, parce qu'elle disait que ces garçons, il faut savoir qu'ils n'étaient pas du tout dans le business, impliqués du tout. Ils étaient plutôt littéraires comme leur père. Et elle disait j'aurais dû avoir une fille, je suis sûre. Et sa nièce, Nala, elle a eu beaucoup d'affection pour elle. C'était un peu comme sa fille. Et puis... Et 2 jours avant sa mort, elle lui a fait un compliment, parce qu'elle ne faisait pas de compliments, Helena Rubinstein. Et 2 jours avant sa mort, elle lui a fait un compliment, et sa nièce donc rentre à la maison, va voir son mari, lui dit « Il y a quelque chose qui se passe, ma tante m'a fait un compliment, c'est tellement rare, et donc il se passe quelque chose. » Et elle est morte 2 jours après.
Ben voilà, donc Helena Rubinstein, une femme extraordinaire. Moi, je voulais te dire, moi, Galide, bien sûr, on a été inspiré de ce bouquin. Alors, c'est un magnifique livre, une biographie écrite par Michel Fitoussi, exceptionnelle, parce que, d'abord, un travail extraordinaire de recherche pour écrire ce livre. Bien sûr, on relate toute la vie d'Helena Rubinstein, évidemment, mais on passe par toute cette époque. Par le siècle qu'elle a traversé. Par le siècle qu'elle a traversé, on rencontre des grandes personnalités, leur histoire aussi un petit peu, on passage toutes ces personnalités qu'on parle, de Cocteau, de Picasso, on parle un peu de Chanel, enfin il y a tout ce monde-là, et c'est un très très beau livre. Moi, je me suis régalée. Voilà, donc on le conseille, voilà. Donc on conseille à nos téléspectateurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Helena Rubinstein. Voilà, encore un fabuleux destin de femme extraordinaire. Merci Isabelle, merci. À la prochaine pour un autre fabuleux destin, une autre femme, une autre histoire, une autre vie. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur Tandem TV pour cette émission et pour d'autres. On vous donne rendez-vous très bientôt. Merci Isabelle. Salut Galine. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.